J'ai pas grand chose à dire à part. Waouh! If we let this happen to Miss Casey, who's gonna step up when it happens to us? Wait! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Severance, toujours showrunnée par Dan Erickson et diffusée sur la plateforme Apple TV+. La saison 2 reprend quelques mois après la fin de la saison 1 et on retrouve Mark qui est retourné dans son entreprise et on va continuer dessus les aventures avec lui et son équipe et s'ils arrivent à s'échapper du contrôle de la société Lumen. Severance, c'est une série que j'ai rattrapée à l'époque de cette diffusion, je crois que c'était en 2022 de la saison 1. Je l'avais un peu laissé passer parce que tout le monde disait que c'était tellement génial et parfait que du coup moi j'avais un mouvement de recul et voilà, je l'avais pas regardé. Et à l'approche de cette saison 2, je me dis bon, on va regarder voir ce que ça donne, et putain, c'était trop bien. Voilà, je vais refaire une analyse de la saison 1, tout le monde l'a déjà faite avant moi, mais voir une série comme ça qui arrivait assez bien à comprendre le capitalisme et l'aliénation que les gens ont dans le travail et à personnifier ça dans un concept de science-fiction, mais c'était vraiment génial, quoi. Enfin, c'est toujours génial. Et la saison 2, elle continue dans cette lignée et c'est toujours aussi bien. Surtout que la saison 1, voilà, ça servait de base pour expliquer tout le concept du dissocié, l'inter, l'exter, tout le principe de la hiérarchisation, l'aliénation au travail, tout le capitalisme qui s'exerce même sur la présence des employés. Voilà, comme je vous disais, il a réussi à trouver, Dan Erickson, un concept de science-fiction pour personnifier l'aliénation qu'on a au travail. Et cette saison 2, on va plus s'intéresser aux exters des personnages qu'on a connus dans la version interne dans la saison 1. Et pour le coup, tout ce qu'on apprend sur eux, mais c'est fascinant. Il y a toute une psychologie, une philosophie de l'existence et de l'âme qui est vraiment dans cette saison, mais c'est assez excellent à regarder. Et pour le coup, la saison 1 nous avait révélé que le personnage de Ellie, son externe, était la fille du PDG de Lumen. Et cette saison 2, on va beaucoup plus explorer le côté externe du personnage de Ellie. Et pour le coup, c'est une série qui nous montre très bien que entre le personnage externe et inter, je pense que les personnes qui sont le plus différents, c'est bien le personnage de Ellie, qui son inter est vraiment empathique au possible, alors que là, au contraire, ce côté externe, mais elle n'a rien à voir, c'est une PDG assez vorace, assez extrêmement froide, et Ben Stiller continue de nous montrer son brio à la réalisation. Pour le coup, Ben Stiller, c'est pas un réal dont j'affectionne particulièrement le travail, j'aime bien ses Zoolander, et La vie rêvée de Walter Mitty, je n'avais pas vraiment beaucoup aimé ce film, mais alors là, le travail dans les caméras, dans le choix de la mise en scène, et même de la réalisation, dans le choix des optiques, mais c'est assez impressionnant. Pour ceux qui ont vu la saison 2, rien que le mouvement, toute la chorégraphie des mouvements de caméra qu'il y a dans la première scène de l'épisode 1 de la saison 2, mais c'est excellent. Il y a vraiment des moments où on se demande comment il a pu faire tout ce qu'il a fait. Non, vraiment, je pensais pas le dire avant de commencer à regarder la série, mais Ben Stiller, c'est un des meilleurs réalisateurs de séries télé de notre époque. Et pour le coup, l'étonnage et toute la photographie de cette série nous baigne dans une image hyper froide, et même quand on est à l'intérieur de l'entreprise, on doit avoir des lumières artificielles, donc des lumières assez chaudes, et l'étonnage les rend plutôt faibles et les rend plutôt des lumières assez neutres, ce qui fait que ça baigne encore dans un esprit ultra froid de l'entreprise. Pour le coup, ça fonctionne. Et je crois que ça permet de voir que ni Dan Erickson, ni Ben Stiller, ni aucun réalisateur de la série n'aime la vie en entreprise. C'est un truc qui vomisse assez bien. Et cette saison 2 va aussi nous montrer comment la société Lumen réagit face aux actions qu'on a vues à la fin de la saison 1 des salariés donc de Mark et son équipe. Et encore une fois, on voit que Dan Erickson, c'est un mec qui s'est vachement bien documenté sur comment les entreprises, les grosses sociétés essaient de casser les mouvements salariales. Déjà, il casse les dynamiques de groupe, c'est-à-dire qu'il vire tous les collègues de Mark et il réintègre Mark, mais dans une équipe autre pour qu'ils ne connaissent plus personne, qu'il n'ait plus d'alliés ni d'amitié pour des gens à qui ça permet de souder et d'avoir des revendications salariales. Ensuite, ils leur mettent une sous-chef. Vous savez, le concept d'avoir 50 ans et d'avoir un sous-chef qui a la moitié de ton âge, voire qui est tout juste sorti de l'école, et là, ce concept-là, ils le poussent au maximum, parce qu'ils leur mettent une personne qui est quand même dans le corps d'un enfant, une espèce de pré-ado, je sais même pas si c'est une pré-ado, elle doit avoir 10 piges, mais à tout casser. Ça, c'est excellemment bien fait. Ils font croire que leur revendication a été écoutée, c'est-à-dire qu'ils vont dire à Mark que, en fait, tout ce mouvement a été entendu, ils ont mis une parade et tout, qui leur permet de faire reconnaître le mouvement des dissociés. Alors on sait, c'est pas du tout vrai. Et ils donnent des avantages à certains des salariés. Déjà, ils donnent l'avantage qu'ils disent que maintenant, même un inter, s'il demande à démissionner, il va être entendu. Et ils donnent l'avantage à Dylan de pouvoir rencontrer la femme de son exter pour un peu donner une valorisation aux salariés, enfin une valorisation un peu artificielle, et donc lui faire croire que s'ils continuent à avoir des prétentions au niveau de leurs conditions de travail, cet avantage pourrait être enlevé. Il leur fait craindre leur perte de leurs nouveaux avantages acquis. Ça, c'est un truc pas mal, on voit qu'il s'est vachement bien enseigné, et c'est assez fascinant à regarder. Et comme je vous disais, cette saison va beaucoup explorer ce qui se passe au travers des exters, des personnages qu'on connaît. Bon, je vais pas faire une équilibration de tout ce qui se passe pour tous les personnages, mais j'ai beaucoup aimé
tout l'arc qu'il y a dans un épisode autour du personnage de Cobel. Cobel, c'est un personnage qui était présenté dans la saison 1 comme une plus 2 froide, autoritaire, qui est vraiment qui a une impression de toute puissance. Alors déjà, l'impression de toute puissance, elle a été balayée avec le final de la saison 1, mais en plus, on a droit donc dans cette saison 2 à tout un épisode centré sur elle où on va apprendre plusieurs choses. Déjà, on va apprendre que la société Lumon est bien plus ancienne que ce qu'on pense, ou en tout cas ce qu'on pensait, ce qu'on nous suggérait de penser. Elle remonte en tout cas à la fin des années 50, et en plus, encore une fois, on nous montre que ce qu'on nous suggérait en tant que spectateurs, et aussi que les personnages les intéressent, c'est-à-dire que la technologie des dissociés venait de cette société, en fait non, on nous montre encore une fois que ça vient d'un salarié qui a livré, qui a donné cette technologie à l'entreprise, et que cette entreprise s'est appropriée son invention, donc là c'est l'invention de Cobel pour les dissociés, et quand on voit ça, mais encore une fois on se dit, oui, encore une fois c'est comme ça qu'une société capitaliste fonctionne, c'est qu'elles prennent les inventions et les technologies que leur apportent leurs salariés, leur force de travail, et qu'elles se les approprient à 100%, et à la fin, le salarié est même complètement dépossédé des technologies ou de la force de travail qu'il a apporté à l'entreprise, tellement l'entreprise se l'est appropriée. C'est fascinant. Et aussi, on a toute l'explication autour du personnage de Gemma. Gemma, dans la saison 1, on disait juste que c'était l'ex de Mark, et on découvrait donc que l'ex de Mark était en fait en vie et travaillait chez Lumon. Et donc à la fin de la saison 1, en tant que spectateur, on avait plein de questions envers ce personnage. Comment elle était morte, du coup comment cette supercherie qui fait que tout le monde la croit morte et qu'elle n'est pas morte avait pu fonctionner. Alors on répond à ça, et c'est super bien écrit, parce que là au final, la raison du pourquoi Gemma a accepté de travailler pour Lumon et a accepté d'être dissociée, elle est complémentaire à la raison de Mark. Les deux travaillent pour Lumon et ont accepté d'être dissociés à la raison d'une rupture, d'une blessure émotionnelle intense, qui fait que voilà, ils ont voulu s'oublier pendant quelques heures. Alors Gemma, c'est même plus que quelques heures, et en plus, Gemma, c'est un strat au-dessus de la dissociée, c'est qu'elle n'est pas dissociée en une seule personne, elle est dissociée entre plein de personnes. Et là, bon, j'ai un petit reproche pour toute l'explication autour du personnage de Gemma, mais bon, ça n'entache rien à la série, et c'est juste que moi je trouve ça un petit peu dommage, c'est que dans la saison 1, on nous laissait un peu suggérer qu'au final leur travail était super aliénant, tellement aliénant, qu'on n'y comprenait rien, en tout cas nous, eux, ils comprenaient pas vraiment pourquoi ils devaient placer ces chiffres dans ces dossiers. Tout ça semblait un peu mystérieux, et moi je prenais ça comme un peu le côté hyper aliénant, c'est que le travail n'a plus aucun sens, en tout cas pour leurs salariés. Et là, on donne un sens dans la saison 2, et je trouve que, au final, c'est un travail pas si aliénant que ça. En tout cas, ça reste aliénant pour eux. Mais pour l'entreprise, ce travail n'est pas du tout aliénant, voire même mieux. On dit quand même dans un épisode que le travail de Mark est un travail, le plus important travail de la planète. Donc c'est très intriguant, et on attend de voir ce que ça donnera pour la saison 3. Et en plus, ce que j'avais adoré dans cette saison 1 et que je retrouve à la fin de la saison 2, c'est qu'on montre bien que cette société exerce tellement une pression assez folle sur ses salariés que même les responsables, même les hauts responsables, donc ce qui était Cobel à la fin de la saison 1 et Milchick dans cette saison 2, c'est que même eux, tout peut se retourner contre eux à n'importe quel moment. C'est que n'importe qui a travaillé dans une société le sait, personne ne se souvient de toi quand tu as fait toutes les choses bien, mais alors t'inquiète que si une fois, à un moment, une journée, tu fais les choses mal, alors là, tout le monde se rappellera de toi, pendant des années à cause de ça. Et ben là, encore une fois, c'est ça. Même Milchick, il fait une erreur, et en plus qui ne le concerne pas, parce qu'il le dit bien, l'erreur est sur Mark qui est arrivé pendant qu'il était à l'extérieur de l'entreprise, donc normalement c'est même pas censé le concerner, eh bien on va quand même lui chercher des noises, on vient quand même lui reprocher plein de trucs, et on lui dit que si ça continue, il va être débouté, il va être viré. Et au final, même Milchick, il répercute la pression qu'il a de responsable sur la sous-chef de Mark. C'est-à-dire qu'en plus, il lui dit de casser un jouet. Voilà, il continue d'importer l'aliénation et le côté de s'oublier, vraiment oublier son identité et casser les choses qui nous définissent nous en tant qu'individus. Bon, mais effectivement, on voit que ça fonctionne nulle part, cette histoire. Hein. Et encore une fois, c'est très très bien écrit parce que la série a aussi un aspect politique de nous montrer que dans une société capitaliste, personne n'y gagne, sauf les actionnaires de l'entreprise. À part ça, même les hauts responsables de société, même les responsables des sections, ils y gagnent rien. En tout cas, ils ont beaucoup à y perdre et pas beaucoup à y gagner. Et même que ce soit pour les autres personnages, que ce soit Dylan ou Erwin, on voit que leur version externe, Erwin, c'est quelqu'un qui est assez brisé de l'intérieur, et Dylan, son inter, vraiment vénérait son côté externe. Il pensait qu'il était, qu'il s'occupait bien de sa femme, qu'il était un père aimant et tout, et on découvre que c'est un père un peu qui est un peu mollasson, qui est un peu passif dans son couple, et on voit que sa femme, en plus, elle retrouve dans sa version inter, tout ce qu'il était quand ils se sont rencontrés, en tout cas avant qu'il en arrive là. Et c'est très touchant, par exemple, quand on voit l'inter de Dylan, qui se rend compte que son exter est un peu con, est un peu jaloux, et limite lui interdit de voir sa femme, et il se rend compte que c'était la seule personne qui comptait pour lui et qui lui donnait un peu de sens de rester dans cette entreprise, et il se suicide, c'est carrément une forme de suicide ce qu'il fait, de démissionner et de partir. Il sait que en dehors de l'entreprise, il n'existe pas, donc c'est assez touchant de voir ce genre de scène.
Non, vraiment, voilà, la série continue de nous montrer des belles réalisations, des beaux plans, des super concepts. C'est très très bien joué de la part de tous les acteurs. En fait, j'ai quasiment rien à dire des défauts, à part les défauts, mais qui sont très très subjectifs, quoi. Et vraiment le final, mais quel final! Le moment où les deux versions de Mark peuvent discuter à travers une caméra, sa version inter et sa version externe, mais je l'ai trouvé incroyable. Et en plus, le montage, mais il sublime la scène, et la scène est très très bien rythmée. Le montage en rajoute une couche, vraiment parfait. Et d'ailleurs, dans le final, on voit que l'idéalisation que porte la version inter de Dylan sur sa version externe, elle s'avance complètement au travers d'une lettre où justement, la version externe de Dylan nous montre que c'est lui qui idéalise le personnage, c'est lui qui idéalise son inter. Et encore une fois, c'est là que c'est génial, parce qu'on montre que Dylan, en fait, idéalise une personne qu'il ne connaît pas, que ce soit sa version inter ou externe. Les zones d'ombre que le personnage a sur l'autre, sur son autre facette, fait que chacun idéalise l'autre. Ça ouvre une nouvelle facette du personnage qu'on ne connaissait pas, et ça rend le personnage encore plus attachant. Et ça motive encore plus les actions qu'il va commettre dans le final. Et encore une fois, ce qu'on nous montre pour le personnage de Milchick dans le final, c'est assez très plaisant à voir. Déjà, on a droit à, encore une fois, une scène what the fuck. On avait déjà eu le cas dans la saison 1, le moment où il danse avec les maracas, avec ses plumières, avec les clignotes de plusieurs couleurs. C'était déjà bien what the fuck. Et là, on a redroit à ça une fois que Mark a fini le dossier Cole Harbor. Cette histoire, mais en plus, ça fonctionne très bien, parce que on a souvent vu ça dans les entreprises, ces cérémonies ultra artificielles où la mise en scène est d'une lourdeur sans nom. Le texte est préparé et on voit que même là, Milchick n'aime pas vraiment ce qu'il entend, ça semblait pas préparé du tout, les fions que le PDG lui lance, et du coup il réplique ça en parlant de la stature qui est 12 cm plus haut que ce que vraiment le personnage, le PDG est. C'est très jouissif, on voit que même lui il en peut plus de voir comment ses PDG et ses responsables lui parlent ou comment ils se comportent avec lui. Et enfin, on a une réponse pour savoir à quoi sert ce putain de service avec les chèvres. Depuis la saison 1 où on le voit, on ne savait pas, et là bon, je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais on a droit à une réponse, en tout cas un début de réponse, et pour le coup ça fonctionne très très bien. Et en plus la scène sur laquelle on enchaîne juste après cette réponse, encore une fois elle fonctionne super bien dans tout ce que veut expliquer la série, dans la saison 1, c'était tout un service qui s'était allié contre le patronat, et là on voit même dans cette saison 2 que les différents services commencent à s'associer pour justement, encore une fois, aller contre le patronat. Ça marche super bien. Franchement, j'ai l'impression que la série devient de plus en plus marxiste. Et sans trop spoiler les finales, c'est-à-dire les 5 dernières minutes du dernier épisode, mais quel twist, en tout cas pour moi, c'est un gros twist. Voir que une fois que Mark, en tout cas l'inter de Mark, gère la situation de Gemma, le fait qu'à ce moment-là, il prend une décision hyper égoïste et hyper énigmatique pour savoir le futur de la série, moi, après le visionnage du dernier épisode, je suis comme à la fin de la saison 1, vraiment une fois que l'épisode est fini, le carton noir, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner pour la prochaine saison? On est complètement perdu, toutes les pistes sont ouvertes, qu'est-ce qui va arriver à Mark, qu'est-ce qui va arriver à Ellie, qu'est-ce qui va arriver pour les inter et les exter, et que va devenir leur relation entre Cobell, Milchick ou les autres personnages de Lumon? On n'en sait rien. Et écoutez, c'était très plaisant à regarder. Avec cette deuxième saison, Severance continue de montrer qu'elle est une des meilleures séries de la décennie, voire une des meilleures séries ever. Et Ben Stiller, oh là là, mais quelle révélation en tout cas pour moi, ce réalisateur-là, mais je pensais pas le dire, mais ce réalisateur est un des meilleurs réalisateurs de séries que j'ai vu depuis longtemps. Et encore une fois, si vous avez vu la saison, je serais bien content de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour le reste du monde, écoutez, likez, partagez, et à bientôt pour de nouvelles séries.